Donc, comme d'habitude, on attend un petit peu pour laisser les gens se connecter. Et après, on va laisser la parole à Luis ou à Eleonore du service culture pour une petite introduction. Et après, on s'élance tous ensemble. Ne vous inquiétez pas, on attend, hein. Donc, si vous êtes tous là, on s'attend mutuellement. On attend les gens qui arrivent. On s'attend entre nous. On vous attend. On va bientôt commencer. En direct depuis la France. Ok. Alors, il y a une petite main qui se lève. Donc, je vais permettre de parler. Votre micro va s'enclencher. Vous pourrez nous parler. Voilà, je voulais juste dire bonsoir, c'est tout. Ben, bonsoir. Parce que comme on a Voilà. attendu, ça commence le dialogue déjà. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je parle et en fait, je me suis dit non, ils ont dû me désactiver le micro et du coup, si vous voulez. C'est ça. En fait, justement, et là, il y a Luis. Oui, On peut enchaîner sur ça qui va vous expliquer oui, les questions techniques. oui, oui. Et du coup, j'étais là, bonsoir Leonardo, ça va? Ok, super. Bon, voilà, c'est bon, c'est fait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Du coup, C'est bon. je Vous vais pouvez me couper. Ok. Bon, alors, je le fais. Donc, du coup, moi, je suis Louise Robert du service Art et Culture de l'Université de Montpellier. Il y a aussi donc Eleanor Stiomski qui est responsable du service Art et Culture et Victoria Beauchesne qui est volontaire en service civique avec nous. Et on a toutes les trois travaillé sur ce cycle, ces webinaires donc, intitulés Le corps en crise en collaboration avec Leonardo. Et du coup, ce que vous voyez là partagé sur votre écran, c'est notre site web qui explique un peu ce que fait le service agriculture au sein de l'Université de Montpellier, ce qu'on met en place. Il y a 8 grands axes, donc des ateliers de pratique artistique, des visites et des spectacles, des résidences d'artistes en accueil, en micro-accueil et en accueil plus long. Et en dessous, du coup, des événements, des projets, on accompagne les étudiants à mettre en place leurs projets culturels et aussi des actions spécifiques pour certaines formations. Et donc là, c'est le dernier webinaire, Le corps en crise pour l'année 2020, sur lesquels on a travaillé avec Leonardo depuis avant la rentrée, en se disant qu'on voulait un format pour continuer à parler du corps, continuer à écouter aussi les points de vue des chorégraphes, des scientifiques, parce que ça fait déjà un petit paquet d'années que des événements sont mis en place en collaboration avec Leonardo, à savoir de croiser des regards scientifiques et artistiques sur la question du corps, sur la question du mouvement. Alors, je pense que Luis, Luis, tu bugs un peu. Eleonore, tu veux reprendre ou je continue, on change en direct? On peut continuer. Je voulais juste préciser que ces rencontres, donc depuis plusieurs années qu'on met en place sous forme soit d'ateliers, et là on s'est adapté en webinaire, ces rencontres sont soutenues par la DRAC Occitanie. Voilà, donc c'était un petit point partenaire que je voulais faire avant de te laisser la parole. Et alors je sais que c'est vrai que c'est des formats qui sont particuliers, que nous mettons en place, pas de manière extrêmement spontanée, mais il nous a semblé très important de proposer
de continuer à proposer des choses, de garder le lien avec les étudiants, avec les enseignants-chercheurs, avec les personnels et les artistes. Donc, c'est un moyen qui nous semble aussi important et voilà, pour continuer nos expériences et nos échanges. Voilà, donc je vais laisser la parole à Leonardo et voilà. Et donc, n'hésitez pas. Donc, il y a du coup, Leonardo, je ne sais pas si tu expliques J'explique tout ce qu'il faut expliquer, il n'y a aucun problème. Alors, par contre, là, voilà, donc du coup, donc bon, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont là, qui nous suivent. Donc, on a commencé ce cycle du corps en crise, de webinaire. Suite, bon, il y avait des ateliers qui ont été mis en place suite à la résidence des artistes à l'Université de Montpellier en 2015-2016. Donc, comme Louise l'a bien dit, ça fait un paquet d'années qu'on fait des choses ensemble. Et donc là, les ateliers, bon, ça continue, mais vu un peu la situation sanitaire, on ne pouvait pas suivre ça en présentiel. Donc, on a proposé ces cycles de webinaires qui, en fait, on a découvert que c'est un format qu'on aimait aussi beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier de ces 3 premiers webinaires. Ça peut que ça continue, on verra, même en dehors de la situation sanitaire, parce que c'est un format qui nous intéresse et qu'on aime bien aussi, avoir cet espace des paroles entre artistes et scientifiques sur les corps en crise ou sur la situation, différentes situations du corps. Donc aujourd'hui, rapidement, je vous présente, nous avons 3 intervenants. Nous avons Kirsten De Broek, Emmanuel Leclésio et Raphaël Bouvier. Donc, on a, je vous lis rapidement les petites biographies qui m'ont envoyé. Donc, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que quand même j'ai un tout petit accent. Donc, je m'excuse déjà pour les prononciations un peu étranges, mais pareil que ça chute du charme. Donc, il n'y a pas de problème. Je le fais exprès. Donc, il y a Kirsten De Broek, qui est une chorégraphe américano-belge qui travaille et réside en France, diplômée du Conservatoire royal de La Haye aux Pays-Bas. Kirsten a d'abord mené une carrière internationale de danseuse avant de se diriger vers la recherche et l'écriture chorégraphique contemporaine. En 2006, elle fonde la compagnie Cas de danse, pour laquelle elle a signé 18 pièces chorégraphiques. Elle explore ce qui lie et ce qui fait l'humain, la solitude, le couple, le temps, le rapport de domination, la superficialité des gestes, le silence et l'immobilité des cœurs. Chacune des créations de la compagnie Cas de danse a donné lieu à des actions culturelles sur le territoire. Kirsten De Broek est artiste associée à la Cigalière, peut-être la Cigalière à Sérignan, pour la période 2019-2022. Et donc, ça va être notre première intervenante. Ensuite, il y a Emmanuel Leclésio, professeur à l'Université de Montpellier. Son domaine de recherche concerne la caractérisation des matériaux complexes par des méthodes acoustiques, responsable du master sciences et numérique pour la santé, dans lequel ces enseignements traitent des capteurs et de la imagerie médicale. Il est aussi impliqué dans la licence professionnelle acoustique et environnement sonore. Et enfin, Raphaël Bouvier, qui a d'abord suivi un cursus d'études littéraires, et puis elle a obtenu un master d'histoire, durant lequel elle a travaillé sur la prostitution et l'ordre public à Marseille au XIXe siècle. Elle a passé 1 an en Amérique latine à faire de l'agriculture en 2006, et elle a intégré en 2008 la formation professionnelle du théâtre des ateliers d'Aix-en-Provence, où elle a rencontré Maxime Potard, avec qui il cofonde le Coq est mort, le Muerto Coco, pour les amis, et a intégré pour quelques années l'équipe artistique du Théâtre des Ateliers avec Alain Simon. Il écrit des textes, première publication parue en 2015-2016, qui sont « Et si vous croyez assez, peut-être du Rhin pour Nini », et dans la revue New York, extrait du journal d'une disparition. Et chez le collectif Beta, Généalogie d'une histoire ratée, et aussi une database poétique coécrite avec Maxime Potard. Artiste. Un autre Maxime. Ah, c'est pas le même Maxime. Non, Maxime Actis, ouais. Ah, parce que, bon, alors à corriger, hein, parce qu'il dit juste Maxime dans la biographie sur le site. Hein. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est un copier-coller qui est raté. C'est fort possible aussi. Donc voilà.
Donc, juste pour commencer, donc, on vous explique rapidement. Donc là, pour les personnes qui nous suivent et qui nous voient, pour le moment, vous n'avez pas la parole. En fait, là, on va suivre les 3 interventions de Kirsten, Emmanuel et Raphaël. Et ensuite de ces petites interventions, on va vous montrer des vidéos et chaque intervention ne va pas durer plus de 15 minutes. Je serai là pour contrôler. Et après, on va ouvrir aussi au débat justement avec les personnes. Donc, vous pouvez, si vous voulez, déjà poser des questions sous les chats. Vous allez voir en bas de votre barre, vous savez, questions et réponses. Donc, dès maintenant, si vous voulez, vous pouvez poser des questions ou après, plus tard, on va répondre. Donc, pour le moment, la caméra et le micro sont à nous, mais après, on va le partager avec vous vers la fin de la séance. Comme ça aussi, vous pouvez poser des questions, on peut dialoguer ensemble. J'ai tout dit, je pense. C'est bon? Donc, Kirsten, Oui, je ne sais pas si je t'ai tout présenté, mais... si, largement. Bon, je me permets aussi de dire que moi aussi, j'ai un petit accent. Donc, parfois, c'est un petit peu... Tiens. Mais voilà, merci de m'avoir invité, en tout cas, pour cette visite. Je voulais commencer tout simplement avec une expérience que nous avons vécue l'année dernière, cette année, pendant le premier confinement. C'est rigolo, les confinements, le premier et le deuxième, ça fait qu'on a l'impression que c'est sur 2 ans presque, tandis que c'est toujours la même année. C'est une création que j'avais commencé à faire avec des danseurs amateurs de Montpérou. Et le confinement est tombé et du coup, on a décidé de continuer cette création qu'on avait à peine commencée, mais chacun de son côté. Et j'ai trouvé cette expérience très parlante parce que j'ai eu des rapports individuels avec chacun, ce que je n'aurais pas eu peut-être si c'était juste comme ça en commun. Donc, j'entendais des difficultés de chacun dans ce confinement. Et le manque de l'autre, le manque de pouvoir être en relation avec les autres danseurs ou les autres personnes, ou la solitude aussi parfois, la frustration. Et en même temps, très très beau, comme chacun a quand même donné des choses, même s'il disait que il sentait que l'inspiration était moindre, la créativité était moindre, parce que d'être tout seul face à soi-même, c'est compliqué. Et je pense que ça reflète un petit peu tout autre axe de vie aussi. C'est-à-dire que quand on est tout seul, même si on est tout seul même avec certaines personnes dans le même confinement, ben, à certains moments, peut-être, on peut trouver que le ricochet qui se passe en dansant avec quelqu'un ou en parlant avec quelqu'un ou pas juste sur un écran, ça déclenche des choses à l'intérieur de nous. Alors le confinement, je trouve aussi que ça a déclenché autre chose qui est de beau, qu'il faut peut-être amener avec nous, cet rapport par rapport au temps. J'ai la bouche toute sèche tout d'un coup. Alors, ben, tu sais, d'ailleurs, Kirsten, en fait, tu m'as fait penser à une chose que j'ai oublié de dire, c'est que justement, le sujet qui nous réunit un peu ce soir, bon, évidemment, le sujet des 3 conférences, c'était le corps en crise. Et à chaque fois, on a essayé de donner une couleur différente. Et donc, la première sujet, ça a été le distance physique, distance sociale. Deuxième sujet, c'était le corps post-Covid ou après Covid. Et en fait, aujourd'hui, le sujet qui nous unit, c'est vraiment une couleur que je donnais pour que chacun puisse l'interpréter, c'est le corps Covid compatible. Donc voilà, c'est dès là que j'ai demandé à chaque intervenant de préparer quelque chose en relation à ce sujet. Et donc, si tu veux, Kirsten, on peut déjà commencer à lancer. Je vais essayer de démontrer la petite vidéo que tu m'avais envoyée, du travail que tu as fait. Et comme ça, on continue. Compatible, du coup. Hein?
J'ai dit peut-être pas très Covid compatible du coup. À voir. Après, alors, on discutera après. Oui. Effectivement, pour moi, c'était aussi une petite provocation sur la question du Covid compatible, mais on discutera ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, je prépare juste avant la vidéo, comme ça. Hop. Voir est-ce que je dois partager les sons. Est-ce que nous y sommes? Oui. Parfait. Hop, donc je lance la petite vidéo. Ne vous inquiétez pas, au début, c'est en silence, donc c'est normal. Là, je connais pas un petit peu. Donc, comme ça, je ne sais pas, Kirsten, tu peux nous raconter déjà un petit peu, déjà sur cette création, qu'est-ce que tu as voulu travailler, comment est-ce que tu as abordé ça? En fait, c'était juste un petit peu par rapport à ce que eux ils vivaient à ce moment-là. C'était aussi le fait de vouloir être en contact avec les autres. Du coup, cette recherche, mais aussi ce lien qui existait entre eux, parce que bon, chacun a improvisé des phrases, a cherché des situations différentes. Certains sont allés sur leur lieu de travail, etc. Mais ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est que quand Olivier il a fait le montage son derrière, en fait, il s'y attendait à devoir adapter le rythme. Bon, là, c'est une fiche, donc c'est pas du tout, c'est pas complètement. Allez-y, voilà. Je vais te faire un peu au niveau du volume. Voilà. Il y avait pas besoin d'adapter. C'est-à-dire qu'entre elles, entre eux tous, ils étaient quand même sur un même rythme. Ça, j'ai trouvé ça assez rigolo, en fait, et chouette. Et ça rejoint, en fait, à nos capacités, sans parler d'écran, mais juste à nos capacités de rester connectés les uns aux autres, même quand on ne se voit plus. Alors, bon, là, maintenant, c'est sur le Covid compatibilité. On est des êtres humains.
on sait toujours s'adapter. Déjà, ce qu'on vit là maintenant, je pense qu'il y a un an, on aurait cru que ce ne serait pas possible. L'ordre d'un film, tout le monde avec les masques, des mesures de sécurité. Enfin, même cet confinement, par exemple, on a pu travailler, on a pu répéter, mais ce n'était pas anodin non plus parce qu'il y avait des danseurs qui avaient peur de travailler ensemble physiquement, même dans cet contexte, même si on n'était pas nombreux. Mais il faut aller d'avant. Donc, c'est décider quel masque porter, de voir tout le monde avec le masque, ça devient presque normal, tandis qu'au début, ça choquait vachement. C'est assez étrange de voir à quelle vitesse l'être humain sait s'adapter. C'est la notion de la normalité aussi, hein, comment c'est... Effectivement, moi, je pense que, comme tu disais, on n'aurait jamais imaginé la situation actuelle, et finalement, je pense que là, justement, on fait il y a un an derrière, on n'aurait jamais imaginé se retrouver dans cette situation. Oui. Effectivement, comment est-ce qu'on continue à créer et quelles stratégies on met en place. Et tu peux me raconter un petit peu, juste pour faire la petite présentation, avec qui tu as travaillé, parce que tu as parlé d'Olivier. Donc, c'est qui Olivier? Moi, je sais, les personnes Olivier qui écoutent pas. C'est un compositeur que j'aime beaucoup. Et donc, c'est lui qui a fait le bande son de ce film et c'est lui aussi qui a fait beaucoup de musique de mes créations. Il a fait aussi des tiens. Oui. Et le groupe, en plus, j'ai dit, en tout cas, les groupes de danseurs amateurs de Montpérou, c'est un groupe qui ce sont des amateurs, vraiment. Il y a des gens qui ont plein de métiers différents. Oui. Mais qui font une pratique et des danses depuis un bon moment. Donc, je pense qu'il y a aussi un lien qui s'est créé entre eux, assez particulier. Et je pense que c'est moi aussi. En fait, c'est pas anodin, ces rythmes qu'étudie, qui existent aussi dans les groupes. Oui. Dans les groupes. Et dans les liens sociaux d'un groupe, c'est pas des personnes qui t'ont appris, qui ne se connaissent pas. Il y a une pratique commune et je pense que ce sont aussi. Oui. Là, alors, j'explique aussi aux spectateurs qu'on a vu un petit extrait. C'est une vidéo qui dure 20 minutes à peu près, Kirsten. C'est ça. Voilà. Donc, bon, on a choisi un petit extrait pour ça, simplement. Et leur engagement a été super. Enfin, moi, j'avais vraiment été touchée par ça. Non, juste pour... C'est la question aussi de comment on continue à créer des choses et comment, effectivement, le corps, il s'adapte malgré tout. Après, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Il y a pas... C'est évidemment, on résistera encore. Tout à l'heure, au tout début, on faisait la blague avec Raphaël et avec tous les autres qui ont devrait devenir des comédiens et des artistes Zoom. Et, et la première réaction, c'était non, jamais, on résistera. Donc, effectivement, on est dans cette contradiction et à la fois le paradoxe dès qu'on continue à faire des choses avec le média et avec les limitations qu'on a. Donc, c'est effectivement une question de temps. Mais je pense que c'est aussi compliqué. C'est compliqué pour tout le monde cette situation, mais ça a mis aussi un petit peu en lumière aussi à quoi est-ce qu'on sert, nous, les artistes. Il y a un petit peu... Est-ce qu'on est utile? À quoi on sert? À quoi on sert? Est-ce qu'on est utile? Moi, je pense que oui, mais évidemment, pour plein de gens, non. Enfin, je pense qu'on ne fait pas partie des premières nécessités. Et du coup, là, pendant le deuxième confinement, moi, mais pendant le premier confinement, je me suis vraiment posé cette question, en fait. L'art est important pour tout le monde, mais peut-être pas... Mais tu vois, il y a plein de mots qui ont ressorti, c'est intéressant. Je pense que c'est un travail qu'on pourrait faire, on discutera peut-être après avec Raphaël, qui est le plus spécialiste des mots. Mais il y a des mots qui sont sortis dernièrement comme essentiels, comme utiles, inutiles, comme des mots qui ont tildé
plein de choses et que je pense que ça, enfin, en dehors de mots, il y a des grands questionnements des pensées derrière, surtout. Sommes-nous essentiels ou pas? Et qu'est-ce que ça veut dire essentiel, utile ou inutile pour chacun de nous? Voilà, nous les artistes. Donc, je te laisse petite conclusion, Kirsten, avant de passer la parole à Emmanuel. Petite conclusion par rapport à l'avenir de le corps et comment est-ce qu'on va continuer, parce que visiblement, ce virus va rester et après ce virus, il y en aura d'autres, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment tous ensemble, mais je pense, en tout cas pour moi, j'aimerais trouver comment continuellement s'adapter. Et je trouve ça chouette aussi d'être confronté à ça, même si parfois c'est très pénible quand tu as une première et que c'est annulé parce qu'on est de nouveau confiné, des choses comme ça. Mais en même temps, les jeunes, les enfants maintenant, à l'école, à la maternelle, ils ont, ou à partir de 6 ans, je crois qu'ils ont le masque. Du coup, pour eux, c'est quasiment Normal. Voilà, le nouveau monde normal. Et je pense que bon, on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Alors, écologiquement, évidemment, il y a plein de choses qu'il faut que ça change. Et peut-être aussi pour nous, les artistes, aussi voir comment on peut faire des choses plus écologiquement aussi, apporter notre petit grain de sel. Mais je pense qu'il faut être flexible, s'adapter et savoir morpher quelque part. Ok. Bon, merci Kirsten. De toute façon, on reste là, donc on discutera tout à l'heure aussi comment on verra avec les spectateurs qui sont avec nous. Donc, Monsieur Emmanuel Leclésio. Monsieur Montecchia. À vous. Merci. Je rebondis juste une seconde sur un point qui n'a rien à voir avec ce que je vais raconter après, mais c'est normal. On est là pour ça, non? Sur le mot essentiel. Sur le mot essentiel, il me semble que si on regarde un peu l'histoire de l'art, dont je ne suis absolument pas spécialiste, mais malgré tout, c'est dans des environnements contraints que l'art est devenu le plus essentiel et qu'il a prouvé ses lettres de noblesse en tant qu'outil d'évasion et pour laisser la porte à Raphaël tout à l'heure dans un quart d'heure de révolution. Donc je pense qu'il faut en profiter fortement de cette zone contrainte pour pouvoir laisser libre cours à nos envies, à nos rêves d'artistes. Cela dit, je vais raconter complètement autre chose. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, messieurs. Oui. Alors, il y a 10 jours, 15 jours peut-être, j'ai un coup de fil d'un numéro masqué sur mon téléphone. Et parce que c'était l'autre téléphone, Léo. Ah, ok, ça pas été bizarre. Masqué, moi. Une voix teintée d'accent sud-américain, moi aussi j'ai un accent, mais il est du Nord, me dit voilà, j'ai une conférence, un cycle de conférence le 1er décembre, est-ce que tu es prêt à te lancer? Je lui dis bon, tu sais Léo, moi, ouais, why not, mais c'est quoi le thème? Alors, le thème, c'est le corps Covid compatible. Alors là, tu témoignes, Léo, j'ai explosé de rire. J'ai explosé de rire parce que je me suis dit, bon, le corps, vu comment je maîtrise le mien, je ne vois pas vraiment ce que je peux dire dessus. Le Covid, je ne suis pas du tout spécialiste. Et Covid compatible, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Donc forcément, j'ai dit oui. Forcément, j'ai dit oui. Je me dis, tiens, c'est un truc, pas du tout que je vais pouvoir dire là-dessus. Allons-y, faisons-nous plaisir. Donc, je préviens d'abord, tout ce que je vais raconter là, en fait, ça découle d'un recul d'à peu près 15 jours sur une problématique dont je ne comprends rien et sur laquelle je ne suis pas spécialiste. Donc, je m'excuse dès à présent pour tous les spécialistes qui sont dans l'Assemblée. C'est à peu près comme la réalité de tout le monde en ce moment, t'inquiète. Hein.
Tu reflètes la réalité actuelle, sociale et politique. Exactement. Alors, la première question que je me suis posée sur ce titre un peu barbare, c'est Covid compatible. Ça veut dire quoi, ce truc-là? Donc, je suis allé d'abord sur le seul mot que je comprenais là, c'était compatible. Je suis retourné aux sources, c'est-à-dire un bon vieux dictionnaire ou un bon vieux Wikipédia. Et compatible, ça vient de compatibilis, ça veut dire sens identique. Donc, c'est intéressant quand même parce qu'il y a une notion d'identité dedans. Et qui vient du latin compati, ça on le savait, souffrir avec. Tiens, déjà, on a une ébauche de solution avec con qui veut dire cum, en fait, hein, avec, et puis souffrir. Donc, compassion, compatir. Est-ce que le Covid est corps compatible? Pour ceux qui ont eu le Covid, parfois sur des formes graves, vous savez que oui, le Covid est corps compatible. Je continue, alors est-ce que le corps est Covid compatible? On va y répondre après. Je continue sur le terme compatible, acceptable. Alors acceptable, pas forcément, mais accepté du sens intégré, ingéré, oui. Accordable, c'est un terme qui plaît bien en tant qu'acousticien. Accordable, on verra que peut-être pas. Arbitrable, arrangeable, assimilable, oui. Oui, puisqu'on est obligé de l'assimiler pour être malade, mais on est aussi obligé de l'assimiler pour être guéri. Donc oui, associable, c'est ce terme-là qui m'intéresse, moi, sur le terme de connexion. Je fais référence à ce que vient de dire Kirsten. En fait, parce qu'on est malade, parce qu'on est Covid compatible, parce qu'on est associable, parce qu'on a une connexion avec ce virus. Alors, ça m'a amené à me poser une question très simple. C'est le corps Covid compatible, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais est-ce que le Covid est corps compatible? Donc, j'inverse la question. Et donc, la première chose que j'ai fait, je suis allé voir ce que c'était qu'un virus, parce qu'on en entend tous parler, mais en tant qu'acousticien, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, un virus, c'est un petit truc tout rond avec des spikes, c'est-à-dire plein de petites aiguilles et des petites épines. On en voit un à gauche en schéma et puis un à droite en imagerie médicale, en microscopie. Et ça, ces petites aiguilles-là, ces petits spikes, en fait, ils servent à une chose, c'est à se connecter à la cellule dans laquelle il va vouloir rentrer. Donc, oui, il y a une première connexion. Vous savez que le Covid, le SARS-CoV-2, vient en fait du monde animal et qu'il a muté, il a été transmis à l'homme. Et donc, jusqu'avant, il existait, où il y avait avant de muter, il existait sous une forme proche, et puis il a muté, qui l'a rendu humano-compatible, si je peux dire. Alors, ça marche comment, cette bête-là? Donc, on a d'abord un lien, une connexion avec la membrane de la cellule. Après, il va rentrer dans la cellule, il va libérer son génome, et puis il va parasiter le noyau de la cellule. Il va faire que le noyau, au lieu de reproduire notre génome à nous, il va reproduire le génome du virus. Et donc, il va faire plein de petits virus qui vont aller coloniser le reste des cellules. Donc, on a une clé qui interagit, donc une de protéines qui va permettre au virus de rentrer. Et puis après, ces clés, nous, elles sont indispensables à notre fonctionnement, notre organisme, et le virus, quelque part, vient les parasiter. Donc oui, le Covid est connectable et nous sommes Covid connectables et Covid compatibles. Bien et pas bien. Alors, ça veut dire que le Covid est corps détectable, puisque ma spécialité à moi, c'était le capteur. Vous voyez que j'essaye de détourner un petit peu la conversation pour pouvoir dire des choses sur lesquelles je peux parler longtemps. Donc, le Covid est corps détectable. Alors, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que s'il est détectable, on va pouvoir réagir. Donc, je suis allé voir ce que c'était que nos processus d'immunodéfense ou de défense immunitaire. Donc, le premier stade de l'infection, en fait, une cellule qui va être infectée, elle va émettre des protéines de signalisation qui s'appellent des interférons. Et qui vont dire aux autres cellules, attention, moi je suis infecté, et donc commencer à préparer une batterie
de défense pour vous ne pas être infecté. Donc, la première détection du corps fait que on envoie des signaux pour limiter la vitesse de propagation. Et puis, après, on synthétise des protéines antivirales qui vont permettre de mettre en place la résistance virale. C'est elles qui vont nous servir, par exemple, quand on aura un vaccin. Ensuite, on va générer des anticorps aux antigènes, alors critiques, mais des anticorps qui vont aller empêcher le virus de pénétrer dans la cellule. Donc là, cette fois-ci, c'est une interdiction de connexion. On va interdire au virus de rentrer dans la cellule et donc de pouvoir se propager. Et puis, c'est là où c'est pas sympa. Une fois qu'une cellule a été infectée, eh bien, les cellules NK, dont je ne sais pas ce que c'est, et les lymphocytes, peuvent la reconnaître et déclencher un processus d'élimination, c'est-à-dire de mort cellulaire. Et c'est la seule façon dont on va pouvoir se séparer de notre virus. Donc oui, on va le détecter. Oui, on va mettre en place des processus de défense, de ralentissement et puis d'interdiction d'entrée, d'interdiction de connexion. Et puis à la fin, on va faire en sorte de supprimer nos propres cellules qui ont été infectées. Donc ça veut dire qu'on est Covid compatible et on est doublement Covid compatible puisqu'on peut être infecté et on peut se soigner. Et cette connexion du Covid, eh ben, c'est la faiblesse, c'est la force du Covid, puisqu'il peut rentrer, mais c'est aussi sa faiblesse, puisque c'est elle qui va nous permettre de le détecter. Alors, j'ai regardé comment on pouvait le détecter un petit peu, je vais en faire 3, vous connaissez forcément, vous avez entendu parler de ce test PCR. PCR, ça veut dire Polymerase Chain Reaction, donc c'est une réaction en chaîne par polymérase. On va voir ce que ça veut dire, cette bête-là. Alors, en fait, on prend un échantillon, vous savez, un échantillon de virus, là où on en a généralement dans le nez. On va le chauffer, ça va détruire ces brins d'ADN, d'ARN, et puis moi je ne discute que de capteurs, hein. Donc les processus de tout ça, je ne sais pas les décrire, mais une fois que les brins d'ARN sont dissociés, on va mettre des amorces, donc c'est-à-dire des petits capteurs biologiques qui vont aller se connecter au virus, donc aux zones d'ARN spécifiques du virus, et qui vont permettre de faire une première accroche. Donc déjà, là, il y a une connexion, il y a un type de capteur qu'il va falloir aller concevoir ou aller chercher pour qu'il soit spécifique à ce virus-là. Et après, un truc intéressant, on va reproduire la chaîne virale, la chaîne d'ADN du virus, grâce à des bactéries qui sont des bactéries sous-marines qu'on est allé chercher chez des poissons, si j'ai bien compris. Grâce à une enzyme qui est extraite de bactéries sous-marines. On l'active à une certaine température et elle reproduit le virus. Donc, pour pouvoir détecter le virus, en fait, on va le reproduire, on va se reconnecter et le reproduire un petit peu à la façon dont il le fait dans le corps. On fait ça plein de fois. Et donc, comme on reproduit plein de fois des chaînes d'ARN, à la fin, on finit par pouvoir détecter le virus. Alors, soit on suit en cours de cycle, on voit l'évolution, l'augmentation du taux de la charge virale en cours de test, soit on regarde à la fin ce qu'il y a. Un biais dans cette analyse, c'est que si jamais on a des résidus de virus morts, c'est-à-dire que la personne a été affectée, mais elle est plus active, le virus est plus actif, bien on va quand même reproduire de la charge virale, on va quand même reproduire de l'ARN de virus, et donc on pourrait encore avoir des tests positifs alors qu'on n'est plus malade. Deuxième type de test, le test antigénique. Cette fois-ci, on récupère la même chose, un échantillon. On va mélanger le tout avec une solution une solution tampon, et puis ça va faire un précipité, ça va faire ça va dissocier un peu nos deux éléments, la solution et le virus. Et puis, après, on va les déposer comme sur un test de grossesse pour voir si on est bleu, rouge ou vert, ici jaune, c'est-à-dire qu'on est malade ou pas. Et juste un qui m'intéresse, plus moi d'un point de vue à la fois éthique et scientifique, il y a eu 30 septembre 2020,
le MIT a publié un article sur un dispositif qu'ils ont sorti, un programme d'intelligence artificielle qui permet, à partir de votre toux, de vous dire si vous êtes infecté par le Covid ou pas, puisque la toux va modifier la sonorité, pardon, le Covid va modifier la sonorité de votre toux. Et donc, leur programme d'intelligence artificielle analyse cette sonorité et vous dit, ben oui, vous avez une toux Covid-like ou pas. Ça, c'est intéressant d'un point de vue test, parce que vous pouvez vous tester tout seul. C'est intéressant d'un point de vue éthique, parce qu'à partir du moment où on a un programme qui vous permet de savoir si vous êtes Covid compatible, on peut vérifier que si vous êtes tout ou rien compatible aussi, pour peu que l'intelligence artificielle donne des résultats convenables. Donc, c'est une vraie question éthique qu'on pourrait ouvrir derrière. Est-ce que l'IA est humanoïde compatible? Voilà, donc compatible Covid, corps, dans le sens que vous voulez. Oui et non, naturellement. Une vraie réponse de scientifique. Hein. Il y a une dualité, il y a une espèce d'équilibre à avoir. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas trouvé le vaccin, on est Covid compatible et Covid soumis. Donc, voilà. Essayons de trouver par l'art des moyens d'y échapper. Merci. Merci. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout suivi. On peut revoir ça en Facebook, enregistré. On peut le passer doucement parce que on a. Vous m'avez dit un quart d'heure, Léo. C'est super, mais c'est pas. Mais alors, il faut suivre. Et justement, avant de passer la parole à Raphaël, parce que ma réponse aussi quand Emmanuel a répondu au téléphone, il dit je comprends rien, je dis mais moi non plus, c'est pas grave. Moi, l'incompréhension, ça me rend très créatif. Donc moi, j'aime beaucoup quand je ne comprends rien. Donc je dis allons-y sur quelque chose où on va rien comprendre et laissons la créativité ricocher, comme tu avais dit, Kirsten, quelque part. Et voilà. Donc sur ça, rapidement, je enchaîne sur Raphaël Bouvier. Je suis là. À vous, madame. Bon, alors moi, du coup, je suis comédienne et auteure, comme a dit Léo tout à l'heure. Je vais commencer, je pense, par lire le texte que j'ai écrit pour l'occasion, puis après, je parlerai un peu... Voilà, je commence par lire le texte. Juste avant, je voulais dire que... Bon, Kirsten, il y a des questions que tu as posées dont je vais parler aussi là, sur notamment la nécessité de l'art ou pas. Je tiens juste à dire que, en fait, moi, ça m'a fait... Quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait des choses, parce qu'en fait, je me rends compte que ça fait tellement longtemps que je vois plus de trucs artistiques que c'est là qu'on se rend compte qu'on est en manque. Et là, quand j'ai vu la vidéo, j'étais scotchée devant l'écran à dire « Ah, c'est beau, des gens qui dansent. » En fait, ça fait une éternité que j'ai pas vu ça. Même en vidéo, en fait, parce que je regarde pas de danse sur Internet ou à la télé. Et du coup... Et c'est là qu'on se dit quand même, il y a un truc de nécessité qui se joue, parce que moi, perso, là, je viens de vivre une expérience de scotchage complet, quoi. Je trouve ça très beau, et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de voir ça, en fait, même sur Internet. Voilà. Alors, donc c'est un texte que j'ai écrit quand Léo m'a aussi donné cette consigne. Comme Emmanuel, j'étais un peu circonspecte sur qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, j'ai écrit ça il y a une semaine, je pense. Je commence ce texte en rentrant de course à Hyper U, avec le sentiment de tourner en rond comme un poisson rouge dans un bocal. En plus, la musique que diffuse FIP depuis ce matin me semble fade. Ma cuisine est infestée de moucherons parce que je n'ai pas le temps de faire la vaisselle comme je voudrais, et mon compagnon non plus. Dehors, il fait du vent et du soleil, mais poisson rouge, bocal quand même. Je laisse mon masque dans ma voiture, j'utilise le même masque jetable jusqu'à ce qu'il soit trop noir et que je finisse par le foutre à la poubelle au bout d'un mois ou deux. Enfin, ça, c'était avant, jusqu'à ce que j'entende au JT de France 2 qu'on pouvait laver jusqu'à 20 fois les masques jetables et que même ils étaient peut-être encore plus efficaces après lavage. Je n'ai pas encore essayé. J'habite dans un tout petit village, 60 habitants, dans lequel tout le monde se balade sans masque, à part le maire qui fait bonne figure, surtout que c'est pas vraiment la fête avec son conseil municipal en ce moment, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis aussi monsieur Bouteloup, qui est vieux et très légaliste et qui marche en se tenant les mains derrière le dos comme en surveillant d'école primaire des années 50. C'est peut-être à cause de l'habitude de ne pas mettre de masque en sortant de chez moi que je commence tout juste, depuis le mois d'octobre, je dirais, à ne plus oublier mon masque quand je sors de ma voiture, pour entrer par exemple dans une boulangerie. Avant, c'était systématique, j'oubliais 100% du temps et je devais retourner à ma voiture quand la boulangère me rabrouait.
Je ne sais pas si c'était bon signe, si ça voulait dire que mon cerveau n'était pas encore traumatisé de cette contrainte, qu'il se sentait encore libre du masque dans sa représentation de lui-même, qu'il n'avait pas intégré cette nouvelle contrainte censément temporaire comme une nouvelle norme normale. Je ne sais pas, plus personne ne sait plus personne ne sait plus trop rien, je crois. Poisson rouge bocal. Poisson rouge doublement parce que je suis nouvelle maman depuis 1 mois et demi et qu'on tourne déjà pas mal en rond avec un nouveau-né, je pense. Alors doublement avec un nouveau-né en période de confinement. Je commence à connaître par cœur chaque pavé de mon village où j'ai la chance de pouvoir sortir sans masque et chaque moucheron de ma cuisine. Et je prie pour que mon enfant ne connaisse pas, dans ses souvenirs de grand, un monde masqué. En attendant, peut-être que tous les nourrissons nés depuis mars seront prosopagnosiques comme je suis moi, avec ces histoires de masques. La prosopagnosie, c'est quand tu ne reconnais pas les visages que tu vois. Prosopone, le visage, agnosie, l'ignorance, la non-reconnaissance. Tu reconnais parfaitement les voix, tu sais qui sont les gens, tu sais leur nom, tu sais ce que tu as vécu avec eux, mais quand tu les vois, tu paniques en te demandant qui ils sont. Et tu dois déployer des trésors d'ingéniosité pour retrouver qui ils sont avant de passer pour une connasse ou pour une meuf hyper chelou. Franchement, c'est assez pénible à vivre. Et encore, chez moi, ce n'est pas extrêmement développé. Les vrais prosopagnosiques ne reconnaissent pas leur compagne ou leur compagnon, par exemple. Je n'en suis pas là. Mais je donne déjà à mes proches bien assez matière à se foutre de moi et à moi-même bien assez de moments gênants. Je lis sur Internet, la prosopagnosie innée, aussi appelée développementale, correspond vraisemblablement à un défaut de développement du processus de reconnaissance des visages sans lésions sous-jacentes. Plus précisément, ces individus sont dans l'incapacité d'associer un visage à une personne. Déjà dans la petite enfance, ils ne reconnaissent pas leurs proches en n'associant pas un visage à un signe distinctif particulier. Comment savoir que mon enfant apprendra à reconnaître correctement les visages alors qu'il n'en voit aucun en entier dès qu'on sort du village et du cercle des proches? Déjà que si ça se trouve, je lui ai refilé cette connerie génétiquement, on ne sait pas. Je me rappelle avoir vu sur Facebook un témoignage d'un poète, prof de français, qui était tout chamboulé parce qu'il avait vu le visage de ses élèves pour la première fois début octobre, à l'occasion de la photo de classe qui se faisait cette fois-ci individuellement, personne par personne, comme pour un trombinoscope, Covid Sarah s'oblige. Eh bien, il disait qu'il ne reconnaissait pas ses élèves. Il avait imaginé depuis 1 mois le bas de leur visage en fonction de ce qu'il voyait en haut, selon des critères sans doute inconscients et de toute façon subjectifs, et la réalité n'était pas ce qu'il avait imaginé. Il était tout trop mal, le pauvre. Je comprends parce que la même chose m'est exactement arrivée avec ma sage-femme qui a suivi ma grossesse depuis le mois de mars. La première fois que j'ai vu sa tête en entier, c'était le 14 octobre, parce qu'elle avait accepté le café que je lui proposais quand elle est venue faire la première visite post-accouchement à domicile. Elle a baissé son masque pour boire son café, forcément. Et ben, elle n'avait pas du tout la bouche, le menton, finalement la tête globale qu'elle aurait dû avoir. Selon donc ce que j'avais imaginé à partir du haut de son visage. J'ai été choquée parce que ça veut dire que nos visages ne présentent pas de cohérence. Parce que sinon, on pourrait imaginer le bas en fonction du haut. Et vice-versa. Mais en fait, non. Quelqu'un m'a parlé, après la naissance de l'enfant, du moment où tu sais que tu le reconnaîtrais entre 1000 autres bébés. Je ne sais toujours pas si ce moment-là est arrivé pour moi. Quand j'ai dit ça récemment, on m'a répondu « Oh, mais si, voyons, bien sûr que tu le reconnaîtrais entre 1000, ton bébé. » Bah désolé, mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Alors en plus, si elle avait un masque. Comme un poisson rouge, donc, entre les tétées toutes les 2 heures et la déprime latente de ce nouveau monde qui n'en est franchement pas un. C'est pas un monde, c'est comme ça que disent les dames qui discutent sur le perron en sortant les poubelles ou pour chercher leur gamin à l'heure du souper. C'est pas un monde et personne ne comprend plus rien à rien. Je continue à écouter les infos comme si tout était dit dans une langue étrangère, avec en plus l'enfant qui vient de naître dans tout ça. J'écoute mais je n'en pense plus rien. Je serre l'enfant contre moi et je danse la mazurka avec lui pour l'endormir, technique pour le moment infaillible. J'écoute les infos en langue étrangère et je chante en italien ou en occitan ou en français. Mon métier chéri n'existe plus. On me dit que le gouvernement alloue des subventions pour la création de spectacles online et que les subventions sont versées si le direct est regardé par plus de 1000 personnes à la fois. Je n'ai pas vérifié la véracité de l'information et je m'en fous. Langue étrangère. Je regarde le monde comme s'il n'existait presque plus. Le soir, je sors sur le perron à mon tour, je siffle et mon chat arrive en courant de l'autre côté du village. Il court avec sa grande queue d'écureuil en l'air. Il saute le filet d'eau de la fontaine qui déborde là. On se couche sur le canapé avec lui, l'enfant et l'homme. On fait des câlins et on écoute les gazouillis. On apprend à rire, à calmer les pleurs et les larmes. Je mets des cristaux de soude et du bicarbonate et du vinaigre blanc dans mon évier pour faire la guerre aux moucherons. Je me contente de peu en termes d'exotisme et d'aventure. Cette promenade l'autre jour avec des gens nouveaux sur le sentier en terre rouge, voilà.
Et puis, je recommence entre 2 couches Pingu taille 1, doucement, très doucement, ce qui s'appelle projection. Ces choses qu'on fait par mail ou par visio avec des mots de l'ancien temps comme calendrier, festival, représentation. Bon, on fait Pénélope, on fait pour défaire chaque soir, mais ce n'est pas grave. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Cette phrase prend tout son sens en ce moment. Moi, je regarde ça de loin, entre 2 tétés, 3 gazouillis et une crise de pleurs, langue étrangère dans les mails, dans la radio. Il n'empêche qu'à un moment, la vie reprendra, parce que l'enfant sera plus grand, il tiendra sur ses avant-bras et il fera des gazouillis encore mieux que ceux de maintenant. Il mangera des bouts de carottes et du chocolat, et je reprendrai d'une manière ou d'une autre le chemin de mon métier, je ne sais pas encore comment. Ce qui est sûr, c'est que j'ai confiance en ce métier pour résister à peu près tout. C'est un métier à l'origine de gens sur les routes qui jouent sur des tréteaux et sur des trottoirs. On s'est embourgeoisé, on s'est institutionnalisé. Je comprends très bien pourquoi ça s'est passé comme ça, l'intérêt que ça présente, mais on n'a pas vraiment besoin de tout ça pour jouer, pour écrire des spectacles et pour les jouer, même devant 10 gens en manque de ça dans leur vie. Parce que ce n'est pas de première nécessité, mais ça se joue à un autre endroit de première nécessité, qui n'a besoin de personne pour survivre. Il y aura toujours des gens pour faire et des gens pour regarder. Ce métier se débrouillera toujours, je crois. Je ne m'inquiète pas pour lui. En attendant, je renifle mon enfant sans masque sur le crâne et dans le cou, qui sent si bon. Voilà, donc ça c'est un peu là où j'en suis en ce moment, personnellement. Ce que je dis, c'est que du coup, c'est pas évident de faire la part des choses, effectivement, entre cette ambiance étrange. Comme tu dis, Kirsten, c'est vrai que le premier confinement a l'air vieux et en même temps, c'était il n'y a pas si longtemps. Et puis, c'est vrai que nous, dans nos secteurs artistiques, c'est pour le coup un bon chambardement et qu'on a du mal encore à voir comment ça va se passer. Moi, perso, je sais que là, maintenant, je suis en congé maternité, donc la vie est vraiment arrêtée à tous les niveaux. Mais avant d'être en congé maternité, comme cet été, tout a été annulé pour tout le monde. Typiquement, cette question de qu'est-ce qu'on fait, nous, de nos métiers, qu'est-ce qu'on fait comme choix, est-ce que c'est nécessaire ou pas nécessaire. En fait, moi, cet été, j'ai joué parce que tout était annulé, mais on a créé un spectacle avec une amie sur la maternité et la parentalité, vu que j'étais en plein dedans. Et on a joué en jardin chez des gens qui, en fait, étaient prêts à faire 1 heure de route pour aller voir un spectacle dans la montagne. Et c'est vrai que ça m'a conforté dans cette idée que j'avais déjà, que j'ai toujours, de dire que ces métiers de spectacle, ils existeront de toute manière. Quoi qu'il se passe dans le monde, je pense qu'il y aura vraiment toujours des gens pour faire et des gens pour regarder. Ça, j'en ai vraiment pas de doute. Mais c'est vrai que quand je vois qu'en fait, cet été, malgré tout, c'était hyper facile de trouver des gens qui nous accueillaient chez eux pour jouer devant 10, 15, 20, 30, 40 personnes, des fois 100, parce qu'en fait, les gens, ils avaient besoin de ça, vraiment. Et les gens ont besoin de ça et on a besoin de le faire et des gens ont besoin de regarder. Et du coup, voilà, ça me rassure assez de me dire que, quelles que soient les contraintes qu'on impose à nos corps, on trouvera des solutions pour quand même faire. Là, je vois j'ai vu passer un peu sur Internet aussi des artistes qui recommencent à faire des trucs plus performatifs dans l'espace public. Bon, moi, je suis mal placée parce que je dis qu'il faudrait trop en faire, ça serait super bien qu'on en refasse comme avant, les arts de la rue au début faisaient. Bon, je suis pas du tout en train de le faire, hein. Je suis en train de faire tout à fait autre chose. Mais je pense que ça serait vraiment, oui, le bon moment en fait, de dire que justement, d'autant plus en étant danseur, où c'est un média quand même super pour intervenir partout et n'importe où. La nana que j'ai vue, elle faisait des trucs dans les supermarchés avec des masques et tout ça. C'est vrai que c'est le moment où on se dit, en fait, c'est ça qu'on peut faire en ce moment. C'est quand même faire des attentats partout de performances physiques, poétiques, gestuelles, je sais pas quoi, mais en tout cas, redonner un peu de... Ouais, peut-être revenir à l'origine de ce que faisaient les arts de la rue avant que ça devienne justement une institution, redonner de la poésie et de la vie et de l'espoir dans ce qui se passe là. C'est vrai que c'est dur de rester vaillant en ce moment quand on sort dans la rue. Enfin, encore, comme je dis, je suis pas dans une grande ville, mais c'est sûr que je vois tous mes collègues comédiens, artistes, c'est dur de pas sombrer dans une petite déprime, quoi. Et en même temps, je crois très fort que c'est parce qu'il y a des gens qui vont continuer à faire des choses partout où ils sont, à leur manière, qu'on va s'en sortir. Après, sur la question de l'impact que ça va avoir, donc effectivement, moi, ça fait 1 an que je travaille sur la révolution, donc avec différents biais. Donc, j'ai travaillé avec la fac, effectivement, de Montpellier l'année dernière, sur les révolutions croisées, donc comment dans les disciplines des différents chercheurs, il y avait eu des inventions qui avaient fait révolution, comment ces disciplines avaient révolutionné le monde en général. Je travaille aussi avec des collégiens et des personnes en EHPAD. Je l'ai fait l'année dernière, je vais le refaire cette année, autour des révolutions intimes.
Donc, qu'est-ce que dans nos vies fait révolution? C'est-à-dire qu'est-ce qui marque en avant et en après? Et donc c'est marrant parce qu'on a fait les projets l'année dernière, on a fini, on a pu jouer, les élèves ont pu jouer le spectacle 2 jours avant le confinement. On a eu de la chance. Et là, cette année, je recommence en janvier et a priori, je vais quand même pouvoir le faire en aménageant évidemment les rencontres avec les résidents des EHPAD et avec, bon, on va tout aménager, hein, ça va être chiant, mais on peut le faire. Et c'est sûr que du coup, des gens me disaient en rigolant, ah bah c'est sûr que dans la révolution intime, il y aura le Covid. Bah, en fait, j'en sais rien. Je sais pas, parce qu'en fait, je sais pas encore aujourd'hui, par exemple, dire, j'ai l'impression qu'on est encore trop dedans. Moi, si je devais aujourd'hui dire c'est quoi ma révolution intime dans ma vie, c'est quoi les grands moments charnières de mon existence, je sais pas si je mettrais le Covid. Il y en a pas, j'ai pas le recul encore. Je sais pas encore ce que ça va laisser comme trace. Je sais pas. Pour l'instant, on vit un truc bizarre où personne n'a plus, on sait plus rien, sachant qu'on a tous lâché l'affaire de comprendre ce qui se passait, d'avoir un avis, de tous les grands engouements qu'il y avait même sur Internet et tout pendant le premier confinement, Raoult par Raoult, avis pas avis. Bon, là, il y a un peu ça avec le vaccin, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on a lâché prise de ce qui se passe. On ne sait pas la suite que ça va, enfin, on ne sait pas ce que ça va donner à nos vies comme écho à long terme. Et même moi, là, comme tout se mélange encore une fois, donc je reparle de ce dont je parlais, mais même moi, avec l'enfant qui vient naître, je ne sais même pas dire si c'est une révolution intime pour l'instant, cette naissance. Je ne sais pas, je suis trop dedans. Là, en fait, c'est ce genre de choses, j'ai l'impression, des bouleversements qui sont si grands, en fait, que tu ne sais pas, tant que tu n'as pas passé un espèce de cap de pouvoir regarder en arrière, tu ne sais pas, en fait, si ça t'a, enfin, tu sais pas comment ça t'a marqué, tu ne sais pas si ça s'inscrit dans une espèce de logique de continuité, ou si, oui, bah, c'est une espèce de gros trauma qui va marquer un avant, un après pour toujours dans l'histoire du monde, de la culture, cette histoire de Covid. Ouais. De questions grandes ouvertes pour ma part, vraiment, je ne sais plus et j'attends que les mois se passent et qu'on reprenne d'une manière ou d'une autre le chemin des choses à faire dans nos métiers et dans nos arts. Voilà. Super. Merci, Raph. Il y a deux choses. Je pense que ça répondit aussi sur ce que tu dis, Raphaël, sur des choses qu'a dit Emmanuel aussi. Et dans les premières conférences qu'on a fait, tu vois, il y a des choses qui sont venues plusieurs fois. Et une des choses qui est venue, justement, c'est la question du mot crise. C'était qu'il y avait, par exemple, en crise en chinois, il y a deux symboles et que ça symbolise aussi danger, mais aussi une opportunité. Donc, c'est la question de qu'à chaque moment, il y a un moment de crise. Et c'est aussi une opportunité pour questionner des choses. Et notamment, et dans la première, justement, la première webinaire, il y avait Laurence Pagès qui travaillait sur la danse Buto et qui, par exemple, la danse Buto, c'est une courant des danses et des pensées qui est née suite à la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Donc, effectivement, je pense que c'est des moments de bouleversement qui, évidemment, par la création artistique, mais c'est aussi par la pensée, en fait, qui établissent des courants esthétiques, mais qui répond aussi à des pensées particulières. Donc, effectivement, revenir sur la question de la révolution, de l'essentiel, de non-essentiel, du mode politique et économique, et forcément qui nous commande en ce moment, c'est dans ces moments-là assez particuliers qu'on a cette opportunité-là de questionner tout ça. Mais voilà, donc juste pour continuer rapidement, je pense qu'Héloïse, si tu veux, si tu es toujours là, on peut aussi donner parole aux questions. Donc là, je n'ai déjà 3 questions, 3 commentaires. Une question qui nous pose Chérif, mais qui est là, c'est des questions médicales sur le Covid. Je pense que tu as un peu trop impressionné, Emmanuel, avec ta présentation. Donc, malheureusement, nous ne sommes pas spécialistes. Et Emmanuel n'est pas spécialiste médecin pour donner une réponse sur la question du Covid. Ce que Chérif demande, c'est si le Covid le corps peut se défendre sans intervention médicale. Nous ne savons pas. Donc, et je ne pense pas, Emmanuel, que tu sois en condition de répondre à ça. Si tu m'étais juste une remarque, il y a des gens qui sont, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des gens qui ont été, qui sont porteurs sains. C'est ça. On a entendu parler des porteurs sains. Il y a des gens qui sont porteurs sains et il y a des gens qui se guérissent tout seul entre guillemets ou juste avec l'aide d'un commandant.
d'un Doliprane ou de choses comme ça, mais il y en a d'autres pour lesquels ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, le pourquoi et le comment, ça, on ne le sait pas encore. Et je ne voudrais surtout pas que ma réponse puisse laisser sous-entendre qu'on pourrait, on pourrait se soigner en solo et qu'il n'y a pas de souci. Non, pour l'instant, on ne sait pas quelle est la réaction du corps ou quelle est la réaction de votre corps au Covid. Donc, Et il y a quelque chose qui est intéressant en plus, que je pense que c'est tout à fait ton domaine, Emmanuel, parce qu'Emmanuel, et j'ai eu l'opportunité d'intervenir avec lui sur ça, sur la question de l'éthique et la santé. Emmanuel, elle est assez sur la question, par exemple, ça. Léo, On tu a bugs parlé chez moi. de la santé, des connectés, etc. Et il y a pas longtemps, je pense que hier, avant-hier, j'ai entendu des lignes aériennes qui allaient proposer laisser voyager les gens seulement si tu es vacciné, par exemple. Et qu'à un moment donné, tu dis, ouais, ok, le vaccin, why not? Mais moi, par exemple, que pour aller voir ma famille en Argentine, je suis obligé de prendre un avion et qu'on t'oblige d'être vacciné pour monter sur un avion. Pour moi, ça pose pas mal de problèmes éthiques à discuter après. Mais bon, ce sont des choses aussi qui vont au-delà du Covid, etc. Nous avons d'autres questions, Luis, je ne sais pas si en fait, est là pour les spectateurs. Si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Oui, j'ajoute aussi, Oui. J'ajoute aussi rapidement que vous pouvez effectivement lever la main pour prendre la parole directement. Il y avait une personne qui avait levé la main pendant l'exposé d'Emmanuel Leclésio, donc vous pouvez recliquer sur la main et je vous ouvrirai le micro. J'ai aussi ouvert le chat si vous voulez écrire dedans, faire des remarques ou des commentaires. Et sinon, nous, on va se baser sur les remarques qu'on a reçues en questions-réponses. Je pense que tu peux partir sur celle-là, Leonardo. Et effectivement, dès que vous cliquez sur une main, je les verrai et je te dirai quoi, Leonardo. Super. Et j'ai eu tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as vu, Raphaël, quelqu'un qui a remercié, qui était très touché par ton texte. Donc voilà. J'ai répondu merci, effectivement. Super. Et ça m'a ému de le lire aussi. Je sais pas, pareil, je pense que c'est comme le truc de Kirsten, en fait. C'est moins on fait et plus on est. Enfin, moi, en tout cas, je sais qu'à chaque fois que je fais tellement peu de choses en ce moment que dès que je fais un petit truc artistique, ça m'émeut beaucoup. Mais tu sais que je pense pas hier soir, il y a 2 nuits, j'ai rêvé que j'ai fait un atelier de théâtre, mais que j'ai monté moi sur un atelier de théâtre. Et c'était pas parce qu'en fait, je me suis connecté avec le faire du théâtre quand j'ai fait ça quand j'étais étudiant, que c'est pas la même chose que faire du théâtre à niveau professionnel, parce qu'il y a tout un autre type de contraintes. Et en fait, j'ai rêvé mais j'étais connecté complètement avec le plaisir de faire du théâtre, sensation de dire, d'être en scène avec des gens et de m'éclater. Et en me réveillant, j'ai fait waouh, ça te manque. Là, ça y a un manque vraiment. Moi, j'ai fait beaucoup de rêves de bal trad. Je dansais pas mal en bal folk, bal trad avant. Et là, ces derniers temps, j'ai fait énormément de rêves où je vois les balles en bas et les gens dansent et je cours pour y arriver avant que ça se finisse en me disant je vais pouvoir danser un peu. Et ouais, non, mais c'est sûr qu'il se passe des trucs. Enfin, c'est évident enfin, pour les gens habitués à voir des spectacles, à faire des trucs comme ça, c'est sûr qu'on est en manque, c'est sûr. Ça va être super quand ça va recommencer d'une manière ou d'une autre. Ça va revenir. Nous y sommes. On était perdus. Tout le monde est là? Ouais, on dirait. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est les alias aussi de tout ça. Donc, tu dis c'est Raphaël. Ah, c'est moi qui étais perdu? Non, j'étais en train de parler quand ça a coupé. Ah oui. Non, mais oui, c'est ça. Hein, j'imagine que ça va revenir et qu'il faut qu'on tienne bon et que c'est sûr quand on va reprendre le chemin des activités culturelles et artistiques, ça va sûrement faire beaucoup de bien à tout le monde. Et c'est là qu'on pourra commencer à discuter de ce qui s'est passé. Alors, j'ai un petit commentaire de Clémentine qui dit merci pour vos partages, une bouffée d'air frais. Je suis interne en médecine, notamment en soins palliatifs. Et avant tout ça,
l'art, danse, écriture surtout, est une source d'énergie pour ma vie et pour mon soin, mais je me sens désemparée car je ne trouve plus l'espace, les contacts humains qui me stimulaient à cultiver cette part de la vie. Par quel biais inclure ces dimensions dans mon quotidien sans partager en direct? Avant, c'était les ateliers d'écriture, de danse. Hey, je pense qu'on est en train d'imaginer tout ça aussi. Là, je réponds un peu à Clémentine aussi. Moi, je commence évidemment parce que je pense que c'est une question de temporalité. On a, comme tu dis, tenir bon. Jusqu'à maintenant, moi, ça m'arrivait un peu comme tu parlais aussi, Raphaël. Euh, euh, Déjà, au premier confinement, moi, j'étais un peu sur la sensation qu'on m'avait coupé les jambes, et je l'avais déjà dit, où je ne pouvais pas réagir, je ne savais pas quoi faire. Et de plus en plus, maintenant, je commence à imaginer des plans B, pas parce que je les aime, mais sinon parce que j'ai envie de continuer à trouver des espaces de partage, parce que j'ai ces nécessités. Notamment, par exemple, mais ça, je travaille depuis un bon moment avec des personnes âgées, et effectivement, c'est le public, un peu le public à pas touché, malheureusement, et qui sont ceux qui, pour moi, ils ont le plus besoin. Donc, je commence à me dire, il va falloir faire des choses. On ne peut pas les laisser juste éternellement d'un côté sans les toucher dès là et physiquement. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des choses qu'il faut commencer à imaginer. Et pour dire à Clémentine, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Donc, effectivement, il y a de plus en plus des choses qui se mettent en place parce que la nécessité de créer est toujours là. Kirsten, je vois que tu dis, tu as envie de dire quelque chose en relation à ça. Oui, les publics sans péché, ils sont laissés de côté maintenant depuis presque un an. Et ça, c'est vraiment complètement compliqué. Mais même là, on parle de nous intervenants, mais aussi de leur famille, par exemple. Oui. C'est terrible de faire des Skype avec des personnes âgées qui n'ont plus toute leur tête, ils ne comprennent pas. En fait, ce qu'il faut, c'est le toucher, la voix réelle, parce que la voix qu'on entend là, ce n'est pas la même voix qu'on entend en vrai. Ah oui. Donc, il y a tout ça. Et du coup, il y a eu énormément de situations tristes aussi. Des gens qui sont partis, on n'a pas pu dire au revoir. Donc, oui, je suis d'accord avec toi que c'est des publics qu'il faut trouver une façon de travailler avec eux, ou même pas de travailler avec eux, mais de passer du temps avec eux d'une autre façon. Et retrouver une moyenne où ils seront en sécurité, mais où ils ne sont pas juste laissés sur le côté. Parce que déjà, je pense que quand tu es une personne âgée, tu demandes aussi cette question essentielle et d'utilité, déjà, parce que tu es un petit peu de côté, déjà. Et ensuite, on te pousse vraiment encore plus sur le côté. Donc, humainement, oui, je suis d'accord avec toi, il faut trouver une façon pour interagir avec eux. Je peux répondre, Léo ? Oui. Deux choses. D'abord, peut-être dire que même si je comprends le discours de Kirsten, le fait de dire qu'ils sont laissés de côté, c'est passé sous silence. Je peux en parler personnellement. C'est passé sous silence les efforts quotidiens et la bagarre, la guerre quotidienne que mène le corps médical, paramédical et administratif de ces instituts pour sauver ces gens-là, pour sauver nos personnes âgées. Et donc, malheureusement, des fois, on est obligé de faire des choix d'organisation, des choses comme ça qui peuvent laisser apparaître ou qui peuvent être dures. Mais n'oublions pas que c'est aussi et majoritairement et essentiellement pour les sauver. Donc, c'est le premier point. Cela dit, cela n'empêche pas
d'essayer de développer des solutions nouvelles pour les reconnecter avec leurs proches, avec le monde extérieur, etc. Et juste, je voudrais, alors je ne suis pas du tout légitime sur l'aspect artistique, mais juste évoquer une vidéo que j'ai vue cette semaine ou la semaine dernière d'une résidente d'EHPAD qui était la centaine passée, parkinsonienne, si ma mémoire est bonne, et qui était une ancienne danseuse étoile ou danseuse de ballet, à qui on faisait écouter le lac des cygnes et qui refaisait, donc elle était sur son fauteuil, et sur son fauteuil, elle refaisait les gestes qu'elle avait travaillés des dizaines de milliers de fois, et elle redansait avec ses capacités de centenaire, hein, mais elle redansait sur son fauteuil. Donc, je pense qu'on doit pouvoir, même si c'est une autre connexion, une autre connectivité, effectivement, d'utiliser les outils d'aujourd'hui, on doit pouvoir développer des modalités qui les utilisent. Et oui, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas les mêmes choses que de faire un gros câlin et de les prendre dans les bras, mais malgré tout, ces séances de connexion par iPad ou autre Skype pendant le premier confinement et pendant le deuxième confinement, à mon avis, elles ont été essentielles. Elles ne sont pas parfaites, mais c'est un moyen de répondre à cette nouvelle situation. Et c'est un moyen, justement, je pense que, imaginez ce qui se serait passé, ne serait-ce qu'il y a 30 ans, c'est-à-dire fin des années 80, où on était au balbutiement d'Internet, on n'avait absolument pas de téléphone portable, on n'avait rien, on n'avait pas une connexion, pas un appareil photo sur nos systèmes. Imaginez cette pandémie à ce moment-là. Je pense que là, on aurait été enfermés chez nous et on aurait été vraiment des poissons rouges dans des bocaux. Là, aujourd'hui, malgré tout, même si on tourne en rond, on peut sortir au bout du village. Et puis, moi, voilà, Léo, je pense que c'est un peu pareil, mais moi, ma famille est à 1200 km, mais je peux les avoir tous les jours si je veux, je peux les voir tous les jours. Donc, on doit pouvoir tirer profit de cette nouvelle technologie. Je l'ai pris sous forme de boutade tout à l'heure en parlant du MIT et de l'intelligence artificielle avec un aspect Big Brother peut-être, mais il ne tient qu'à nous d'utiliser les nouvelles technologies pour les faire devenir des outils de performance, des outils de connexion et des outils de chaleur humaine, à mon sens. Moi, je pense après… Vas-y, Raphaël. Non, pardon, c'est sûr, mais je trouve que quand même ça remplace pas, et c'est sûr que, c'est sûr qu'aussi le danger de ce qui se passe là, je trouve, c'est aussi de nous dire, regardez, tout est possible avec justement ces outils. On peut travailler chez soi, on peut créer chez soi, on peut être en relation avec sa famille chez soi. C'est sûr que c'est aussi le global de la situation entière, politique, sociale, qui fait que c'est flippant. C'est de se dire à partir de combien de temps on va se dire que c'est normal de voir ses parents sur Internet, et à partir de combien de temps on va se dire que c'est normal de ne pas se serrer dans les bras, de ne pas se faire la bise, de ne pas danser avec les gens. C'est sûr que c'est ça le danger, quoi. C'est sûr, c'est des super outils, mais qui sont censés être des palliatifs, pas des nouvelles normes, quoi. C'est ça, je trouve, qui est hyper vicieux dans ce truc-là. Après, je pense que justement, je vais répondre un peu à une question de Oana aussi. Alors, effectivement, je pense qu'il y en a et là, on donne des opinions, hein, je pense. Moi, on a comment on appelle ça, des technologies sceptiques ou des fans des technologies. Moi, je suis plutôt un fan des technologies, même si je ne suis pas un scientifique. Et après, je pense qu'effectivement, il y a un respect de chaque média. C'est la même chose que ce que l'on est en train de faire là. Et ces webinaires, elle ne va jamais remplacer pour moi un atelier de recherche mouvement en live. Ça ne va jamais le remplacer. Mais ces formats-là, ça va nous donner aussi d'autres possibilités de me connecter, par exemple, avec des gens qui sont partout dans le monde et qu'on peut partager une parole. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un équilibre entre la technologie et ces nouveaux dispositifs ne vont jamais remplacer le live, mais je trouve que, tu vois, je suis entre les deux. Je trouve que c'est d'autres outils qui sont intéressants à explorer. Et moi, perso, que je ne connaissais pas tellement jusqu'à maintenant. Et que du coup, maintenant, je commence même en tant qu'artiste, à me dire, il y a un potentiel autre qui ne va pas remplacer.
mais il y a un potentiel qui existe, particulièrement dans une situation comme l'actuelle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est possible, Louise? Oui, oui, oui. Normalement, Oana, vous avez le micro. Oui. Ouais, ben, bonsoir de nouveau. En fait, moi, je suis pareil entre les deux parce que ma famille, elle est à 3000 km de la France parce que je suis roumaine. Donc, forcément, les nouvelles technologies, bah, c'est cool parce que du coup, je peux les voir, même avant le confinement. Mais je pense que jamais ça remplacera un vrai câlin. Jamais ça... Et du coup, je suis vraiment dans la même posture que Leonardo parce que si moi, je dois voir ma famille dans le mois de janvier et je dois me vacciner, ben, moi, je suis complètement pas contre les vaccins, mais je trouve que ça pose beaucoup de problèmes. Et même si les nouvelles technologies, ça nous permet d'être plus près par rapport au confinement, ça ne remplacera jamais. Et je suis un peu aussi comme Raphaël, quand j'ai vu la vidéo de la danse, je me suis rendu compte aussi combien ça me manque, en fait, tout simplement, de danser. Tout simplement, parce que du coup, j'avais fait un peu de street dance dans d'autres projets où je ne suis pas du tout professionnelle, mais j'aime ça. Et je danse chez moi, il n'y a pas de problème, mais danser avec quelqu'un et voir quelqu'un d'autre danser, mais réellement dans la même pièce, c'est vraiment, ça sera jamais pareil. Et en fait, j'ai peur parce que j'ai vu par rapport au premier confinement qu'on va s'habituer vraiment à voir ça sur Internet. Et je vois que le comportement des gens, même si parfois c'est pas vraiment tout à fait perceptible, il a changé. Donc j'ai peur que du coup on va s'habituer à tout simplement être confiné, à porter le masque, et que petit à petit, dans je sais pas, non, peut-être dans 5 ans ou 10 ans, on va trouver normal de ne plus se réunir, de voir uniquement. Donc, du coup, même si je ne suis pas du tout, je ne pense pas que je suis de technologie sceptique ou quelque chose comme ça. Du coup, je veux pas qu'on trouve ça normal. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'avais dit. Merci, Ivana. Et là, j'ai un petit commentaire de Françoise qui nous dit: les pandémies ont existé de tout temps bien, tout le temps, depuis toujours, avant les outils technologiques. Les confinements, en revanche, viennent d'être inventés sans qu'on puisse en évaluer clairement la pertinence. Et clairement, effectivement, comme tu disais, Emmanuel, il y a 30-40 ans, je ne sais pas si ça aurait été possible de réaliser un confinement comme on l'a réalisé, parce que c'est aussi, en fait, la technologie a créé la possibilité que le confinement soit possible. Donc, tu vois, je pense qu'effectivement, entre les deux. Moi, je n'ai pas d'opinion à Si je propos peux de me ça. permettre, on avait, au moment de la peste, on a mis des confinements. Au moment de la lèpre, on a tous vu des péplums dans lesquels il y avait des villages avec des lépreux. Donc le confinement, c'est pas une nouveauté. C'est une nouveauté pour nous, mais c'est pas une nouveauté historique. Après, je dis pas que je suis pour. Hein. C'est pas la question. Je dis juste que je suis pas forcément d'accord avec cette phrase-là. C'est une mesure comme une autre qui a déjà été expérimentée dans l'histoire, qui a fait qui a eu certains résultats. Maintenant, à l'époque où ils ont été utilisés, on avait sans doute moins de liberté et d'autres régimes. Donc ça, c'est un vrai choc culturel pour nos sociétés. Si vous regardez par exemple ce qui s'est passé en Chine, la Chine, elle est sortie du Covid pratiquement. Elle est sortie du Covid, mais par contre, elle n'a pas le même régime. Ben oui. Quand ils ont dit confinés, ils ont été confinés. Pas donner le choix non plus. Voilà. Donc, c'est juste pour rebondir sur cette phrase-là. Nous, quand on dit confiné, on dit confiné, oui, mais tu as le droit à une autorisation de sortie. La semaine dernière, j'ai dû faire le même jour 7 ou 8 autorisations de sortie, 2 pour aller faire des courses, 3 pour aller bosser, parce qu'une fois pour y aller, une fois pour changer de site, une fois pour revenir, etc. En faisant ma 7e autorisation, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Je suis confiné ou je ne suis pas confiné. J'ai le droit de sortir ou je n'ai pas le droit de sortir. Tu vois, c'est… Voilà. Donc… Mais voilà. si tu veux… Mais le confinement n'est pas nouveau, c'est juste ça. Non, mais juste pour vous partager, parce qu'effectivement, on pourrait discuter sur toutes les questions étonnantes sociales et politiques de la situation actuelle. Je pense qu'on a entendu tous
tout le temps et on est tous à peu près d'accord sur la fatigue et l'épuisement. Je pense que ce qui arrive, en tout cas dans le milieu artistique, c'est ça aussi. C'est que hier, je disais à quelqu'un, en fait, j'ai envie d'hiberner. J'ai envie de me coucher, que tout se passe, et en printemps, vous me réveillez. Je vais faire l'ours, j'hiberne, mais réveillez-moi quand c'est passé. En fait, c'était aussi toute cette période de mais on y va pas, on fera. Je sais Kirsten, elle vient d'annuler une première d'un spectacle il n'y a pas longtemps. Donc, imaginez-vous tout le travail et tout l'investissement qui a été fait pour une première, et c'est annulé, je ne sais pas, une semaine avant, 2 semaines avant. Donc, une semaine avant. Donc, tout ça, ça implique tellement d'épuisement affectif, sensible, surtout que nous sommes des êtres. On a fait de notre métier le sensible. On est des artistes, donc ça fait partie de notre métier. Donc, forcément, on est très perméable à toutes ces situations. Donc, ça fait qu'effectivement, on commence à être un petit peu fatigué en espérant de voir le bout à toute cette situation. Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent dans les administrations et tout ça qui sont aussi très fatigués parce qu'ils ont le même sentiment en fait, c'est faire, défaire. Faire, les instituts, c'est pareil. Il faut suivre ça. Ah non, il faut suivre ça. Ah non, il faut rechanger. Il faut faire marche arrière. Il faut marcher en avant. Je pense que c'est un petit peu pareil pour beaucoup de personnes. Cette fatigue. Oui, Mais après, ouais. Pardon, dis-moi. Non, c'est de là où on devient inventif. Ok, je ne peux pas faire comme ça, mais comment est-ce que je pourrais faire pour contourner? Là, je suis d'accord avec Raphaël qu'après, on trouve d'autres façons de faire. Non, et même pour revenir un peu aussi, j'ai rebondi un peu sur ce qu'il disait Emmanuel, effectivement, la question des EHPAD, de l'investissement. Je pense qu'il faut aussi qu'on commence à se demander comment le retour des artistes dans les EHPAD. Évidemment, en respectant, moi je sais pas, par exemple, moi je sais que j'ai travaillé beaucoup en EHPAD et moi j'étais me disais, mais je peux très bien aller faire un solo dans des EHPAD où les gens nous regardent de son balcon, par exemple. Donc, en fait, de voir, d'imaginer des stratégies pour pouvoir retourner dans les EHPAD, pour ne pas délaisser ces gens-là. Et je ne parle pas du personnel des EHPAD ou du corps médical, sinon d'amener le côté artistique et amener le côté sensible aussi et de partage à nouveau dans ces espaces tout en prenant en compte la situation actuelle. Et pour ça aussi, je parle de l'engagement des artistes, de dire on est prêt à réimaginer de façon à ce niveau-là, d'être en contact avec ces publics-là. Autrement. Là, par exemple, pareil, moi, il y a une semaine, de réinventer tout un projet d'atelier avec des personnes âgées par visioconférence. Compliqué. Ben bon, on essaye, on imagine, on essaye de voir est-ce que même si je suis en résistance sur ces médias, je n'ai pas envie de laisser ce public sans la possibilité de se connecter à autre chose. Voilà, donc je pense qu'on est un peu partagé sur ces choses-là. Puisqu'il ne reste que 5 minutes, juste petite phrase. Alors, pour les spectateurs qui sont là, c'est le moment de poser une dernière question, si vous voulez. Et sinon, pour vous intervenants, un dernier petit mot. Emmanuel, Raph, Kirsten. Qu'on ne s'habitue pas trop. Qu'on ne s'habitue pas trop. Emmanuel? Ouais, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je voudrais terminer sur une note positive. J'insiste. Je pense que c'est aussi dans ces périodes-là que l'on se doit. Alors, je ne suis pas artiste, moi je suis chercheur, mais par exemple, je suis aussi enseignant. C'est dans ces périodes-là qu'on doit chercher des nouvelles modalités, qu'on doit chercher des
des solutions alternatives pour à la fois garder le lien, garder le contact, transmettre, et puis transmettre à la fois moi du savoir, mais aussi du plaisir. Et donc, je suis persuadé que naturellement, il ne faut pas qu'on s'habitue, mais qu'il faut qu'on sorte par le haut. J'avais un prof de philo qui était assez spécial, mais comme tous les profs de philo, je peux en témoigner. Petit message caché, qui disait il faudrait qu'on surzoome. Ça voulait dire qu'on sorte par le haut. Bah ouais, je pense qu'on doit pouvoir surzoomer ça. Donc, surzoomons, mes amis. Petit dernier mot, Kirsten? Vivement qu'on avance ensemble, quoi. J'ai beaucoup aimé entendre ton texte, Raphaël. Ouais, c'était très beau. Ça fait du bien de le lire aussi. Super. Donc, il y avait quelqu'un qui posait la question. Effectivement, les webinaires sont enregistrés et sont diffusés sur le Facebook du service Art et Culture de l'Université de Montpellier. Donc, vous pouvez voir ces webinaires comme ça. Vous voyez, surtout on ralentit la partie des manuels de questions, hein, l'explication. Moi, je vais l'arrêter tableau par tableau. Comme ça, je vais suivre toute l'explication à fond. Comme ça, vous pouvez regarder tranquillement. Et il y a aussi les autres 2 webinaires sur le Facebook de Service Art et Culture. Donc, je vous remercie tous. C'était super. C'est super de vous voir vraiment. Donc, c'est super. Il y a des personnes que je voyais. En fait, non, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu en vrai non plus. donc, Kirsten, comme Raphaël, comme Manuel, ça fait du bien de vous voir et de vous entendre. Donc, encore merci au tout service agriculture. Donc, Éléonore, Louise, Victoria. Et voilà, j'espère qu'on. Donc, comme je vous disais au début, ceci, c'est le dernier de ces cycles de 3 webinaires. On va peut-être continuer. Pas en janvier, on va se faire une petite pause, mais bon, peut-être plus tard, vous aurez de nouvelles. Donc, encore merci beaucoup à vous 3 et à tous les autres qui sont là. Léo, merci aussi à toi, Léo. Léo, si tu me permets de partager la vidéo dont je parlais pendant que tu conclus. Allez. Ah, mais oui, je l'ai vu, on l'a vu. Oui. C'est la dame qui est. Oui, c'est ça. Je te laisse terminer sur cette note d'espoir. Et en plus, elle parle. Ouais, c'est ça. Elle parle espagnol. Je sais pas, elle passe pas. Voilà. Alors, si. Attends. Vous la voyez? Oui. C'est un petit peu saccadé. Magnifique. Bon, c'est super. Merci beaucoup. C'est super. Et sachez que ça aussi, tu sais, il y a beaucoup de projets qui se font en danse, théâtre et musique en maison de retraite. Donc, les artistes, on est très impliqués. On travaille en EHPAD
Donc, on n'a pas le temps de promotion, mais on l'a déjà fait plusieurs fois. Et effectivement, c'est quelque chose. Voilà, encore une fois, est-ce que nous sommes essentiels et utiles? Ben oui, messieurs, dames, s'il y en a qui doutent, voilà. OK. Donc, merci beaucoup à tous et à très bientôt. Alors, merci. Et Merci. bonne soirée à tout le monde. Salut. Merci. Bonsoir. Bonsoir.